Aujourd'hui, le sujet, c'était sur le SEO technique. Alors, c'est un très, très vaste sujet. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément, en 1 heure, réussir à tout résumer, mais je me suis attardé sur quelques bonnes pratiques et quelques cas particuliers. Alors Michael m'a déjà présenté, mais c'est vrai que pour donner quelques petits détails, je suis le cofondateur avec, Paul Sanchez de l'agence SEO Hackers. Mon pseudonyme, c'est Black Melvin sur Twitter. Et ça fait depuis 2006 que je fais du référencement naturel, donc ça commence à faire, pas mal et c'est vrai que ça m'amuse toujours autant, donc j'ai toujours autant de plaisir et de passion, à travailler dans ce milieu-là. Alors, pour définir un petit peu ce que c'est le SEO technique, c'est une de mes définitions, je pense qu'elle peut être, largement améliorée, mais pour moi, c'est un ensemble de techniques qui visent à améliorer, optimiser ou maintenir le crawl et l'indexation, à leur meilleur niveau pour les moteurs de recherche. Donc ça s'étend vraiment à l'automatisation de certaines fonctionnalités du site, mais aussi à d'autres systèmes, on va le voir, après, un petit peu plus complexes, qui peuvent, permettre de gagner beaucoup de temps et surtout d'avoir des très bons résultats. Ça peut impliquer du coup du développement, de l'intégration HTML. En tout cas, il faut savoir ce qui est possible de faire, même si on n'est pas dev, si on n'est pas super tech, il faut au moins savoir sur quoi il est possible d'agir. Parfois, on a besoin également d'utiliser des datas un peu spécifiques, des logs, faire des calculs, faire des simulations. Ça aussi, ça fait partie du SEO technique. C'est pas forcément, l'étape la plus facile à faire parce que c'est pas simple de trouver les bons outils ou de réussir à bien les exploiter. Mais quand on arrive à en tirer quelque chose, c'est vrai que ça peut parfois, ouvrir des portes assez impressionnantes. Et bien sûr, il y a toujours un spirit à avoir, dans le SEO globalement, hein, c'est, rester ouvert, être très critique, surtout vis-à-vis de soi et surtout être très créatif et avant tout curieux. Je trouve que c'est vraiment des éléments fondamentaux pour pouvoir s'en sortir et en SEO technique, en effet, puisqu'on va essayer de comprendre un petit peu, comment fonctionnent, les moteurs de recherche, un peu plus en profondeur, puisque c'est quand même ça touche quand même la base du RefNat, c'est vraiment indispensable. Alors l'application du SEO technique, finalement, ça va toucher un peu toutes les strates du référencement naturel. Ça va toucher la strate, structurelle, vraiment, la pure technique, hein, donc le site, le serveur, le CMS, mais ça va toucher également des éléments qui vont avoir un lien avec la sémantique ou les mots-clés, mais également des notions sur le contenu. Ça paraît un peu étrange parce on parle ici de SEO technique, mais en effet le contenu a aussi sa dimension technique. Et on pourra le voir, très en détail, sans parler vraiment en plus des vidéos. Il y a quand même des éléments techniques qu'il faut pouvoir mettre en place pour exploiter certaines fonctionnalités. Et enfin, il y a toujours aussi une notion de popularité, qu'elle soit interne ou externe. C'est des choses qui sont, forcément, à un moment donné, utilisées dans le cadre du SEO technique. Alors un petit clin d'œil aux Français parce qu'en France, le SEO technique, on se débrouille plutôt pas mal. Je trouve que, un bon exemple, c'était justement le jeu, qui a été mis en ligne, par, Alexis Sanders, qui est technicalseo.expert et dans le robot TXT, il y a un petit, hall of fame, pour, les gens qui ont participé. Alors le 1er niveau, en fait, toutes les places étaient déjà prises parce qu'on l'a découvert un peu tard ce concours. Mais du coup, les opus suivants, bah, on a pu commencer à jouer, à peu près, quasiment en même temps que les autres, hein. Et du coup, tous ceux qui sont surlignés là, c'est des Français ou des gens, ou des francophones, qu'on connaît ou qui ont une interaction avec, les Français. Alors il y a juste ici, pour un choix, politique, il y a Barry Adams aussi, qu'on pourrait, lister, mais je voulais pas faire avoir de rentrer dans une problématique de, est-ce que tu es français, pas français, francophone, pas francophone et cetera. Donc je le cite, il est très bon aussi et je voulais le mentionner ici. Donc là, on a vraiment toute la clique, de personnes qui, s'amusent avec le SEO technique et je trouve que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour et je vous invite du coup à aller, jouer avec. Alors qu'est-ce que c'est avoir un bon SEO technique? Sur la grande image, on va travailler avec plusieurs angles. Ça va être la stabilité, la solidité, l'arborescence, la capacité de crawl, donc la crawlabilité entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un vrai terme, mais également les problématiques de rendering, de contenu, de rapidité, d'archivage et surtout les petites surprises, et petites, choses variées. Donc le premier élément, c'est vraiment la stabilité et la stabilité en effet, c'est quoi? C'est, avoir un site qui est, uptime, à 99 du temps. Ça veut dire que le site s'arrête pas, qu'on n'a pas d'erreur de serveur, qu'on n'a pas de problématique.
Pour garantir un uptime, qui soit, bon, il faut un bon hébergeur. Mais avoir un bon hébergeur, c'est pas tout, il faut aussi, mettre en place des bonnes pratiques. Donc pour ça, quand on a des, modifications qu'on veut mettre en ligne, si ça prend un peu de temps, essayer de mettre le serveur en maintenance en renvoyant un code 503, c'est plutôt une bonne pratique. Ça évite, du coup, d'avoir des erreurs dans tous les sens et de devoir, indiquer ensuite dans la Search Console qu'on a corrigé les choses et cetera, alors que ça pourrait être des pages importantes. Un autre élément qui est pas suffisamment fait à mon sens, c'est, tout ce qui est stress test. On a pu remarquer quand on a fait des crawls un peu agressifs, sur certains sites que, ils arrêtaient complètement de fonctionner, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique parce que si le serveur ne répond pas, ou ne répond pas bien, en fait, ça va poser des problèmes à la fois de crawl, mais aussi, on le verra un peu plus tard dans la capacité de rendu que Google a, une fois qu'il a crawlé les pages. Donc c'est vraiment un point qui est très important, c'est qu'il faut pouvoir être prêt à servir les ressources, de la manière la plus rapide possible et avoir du coup une stabilité, qui soit parfaite. Et la stabilité, ça se traduit également par le temps de réponse du serveur qui lui doit être, vraiment très, très stable et surtout très rapide. On doit pouvoir avoir des échanges qui se font, dans l'instant. Donc typiquement là, c'est un site, vous voyez, il y a quand même un crawl, assez impressionnant. On reste quand même sur quelque chose de très stable. Voilà. Alors pourquoi il y a une montée en puissance? Parce qu'il y a eu une refonte, hein. C'est pour ça la propriété a changé donc étant donné qu'il y a eu cette refonte, il y a une montée en puissance. Mais on voit aussi que là, en rythme de croisière, c'est extrêmement stable. A contrario, sur d'autres sites, on pourrait penser que c'est stable, mais en réalité, les pics là, en fait, ils sont pas bons. Ça fait des problématiques, qui peuvent réduire en fait le taux de crawl du site et on voit que le temps moyen de réponse, il est pas super. Donc ces éléments-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller et vraiment regarder la vision, Google. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la Search Console pour, regarder le rapport sur le crawl et une fois qu'on a, ces éléments-là, on peut se dire: «Ah bon, là, on a des problématiques un peu particulières». Un point, assez important, c'est aussi d'essayer d'utiliser des CDN. Pourquoi? Parce que les CDN vous permettent d'avoir, un temps de réponse qui est, bien plus rapide et surtout ce sont des versions de cache des pages, donc ça accélère énormément, le temps de réponse. Donc ça, c'est une très bonne pratique à mettre en place. Il y a plusieurs services qui le proposent et vous pouvez, du coup choisir celui qui est le plus adapté, pour vous. Un autre point sur la stabilité, c'est la stabilité des pages et là, ça me fait plus penser à ce que j'ai pu observer sur certains sites, à la suite de l'update de début juin où, ils ont mis à peu près au même moment, que l'update, en fait, un nouveau calcul, du CLS en place. Donc le CLS, c'est le Content Layout Shift. Ça veut dire est-ce que la page, bouge un petit peu? Est-ce que le design bouge au moment du chargement? Donc, pour avoir une bonne note, en fait, il faut que la page soit fixe très rapidement, si possible en un dixième de seconde. Il faut essayer de rester en dessous des 25 centièmes de seconde pour avoir le squelette de la page et que ça bouge plus. Donc ça, c'est un élément où j'ai remarqué qu'il y a pu y avoir des baisses, alors qu'on avait une augmentation très forte, en fait, du CLS. Donc ces petits éléments-là sont des éléments à garder en tête. Ça fait pas tout parce que l'update n'était pas concentré que sur ça. J'ai pu voir aussi des éléments sur, l'intention, mais c'est quelque chose qui est très important à surveiller parce que ça va affecter directement l'expérience, d'un utilisateur. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Donc un deuxième point, c'est, tout ce qui va être HTTPS, HSTS et la préload list de Chrome. Donc quand on a un site aujourd'hui, il faut absolument avoir une version sécurisée, de la connexion pour, faire en sorte que justement les données qui transitent, soient dans un tunnel, qui est fiable. Donc il y a eu pas mal de changements de protocoles, qui ont été faits sur les sites dans les 3 dernières années et c'est vrai qu'une bonne pratique, en fait, c'est de vérifier un petit peu de temps en temps si on n'a pas des liens HTTP qui traînent sur le site. Donc on peut utiliser un crawler, on peut utiliser, si on n'a pas de crawler, un site, comme, JitBit qui propose un outil gratuit, qui est limité à, je sais plus, 300 URL, je crois et qui vous permet de détecter assez rapidement s'il y a des éléments qui sont non sécurisés, ce qui évite d'avoir des signaux mixés en fait dans les réponses, des pages. L'HSTS, c'est le Strict Transport Security, et en fait, c'est juste, un élément qui, vous permet de montrer qu'on peut avoir aussi, comment dire? Une connexion sécurisée sur une certaine période de temps et surtout, que ce sera la version sécurisée qu'il faudra utiliser, à chaque fois et donc pour ça, Chrome a une liste
une préload list en fait qui vous permet d'inscrire votre site pour pouvoir, bénéficier du coup, du préchargement de cette politique et qui permet d'aller un tout petit peu plus vite. Un point essentiel, c'est, l'arborescence. Alors l'arborescence, on la voit souvent comme quelque chose, d'assez, structuré, comme, un organigramme en fait et en réalité, c'est pas forcément, cette manière-là cette manière-là qu'on doit concevoir, le la vision de l'arborescence, d'un site. Donc je vais pas, passer beaucoup de temps dessus, mais globalement, il faut quand même que les contenus soient très bien structurés et qu'on ait prévu un peu en amont les circuits de crawl et les relations qu'on veut établir entre les pages. Pour ça, il faut vraiment définir des silos et des hubs. Les silos, ça va être pour garantir, l'indexation et avoir des branches qui soient vraiment bien dessinées, qui permettent au moteur d'aller, crawler très profondément et très rapidement l'ensemble des contenus. Les hubs, eux, vont se dessiner plutôt sur, les relations sémantiques qu'on va pouvoir établir entre différentes pages et donc essayer de concentrer autour d'un sujet, autour d'une entité, tous les éléments qui peuvent être, des propriétés ou des relations et c'est grâce au maillage interne qu'on arrive à avoir cette petite, visualisation. Donc c'est très joli d'avoir des visualisations comme vous pouvez voir à l'écran, mais encore faut-il que ça soit efficace. Donc là, c'est une visualisation qui est, ma foi, assez efficace pour l'indexation. Ça fonctionne très bien, on a un crawl, superbe sur ce site. Maintenant, il manque quand même pas mal de relations sémantiques et donc le fait d'être, un petit peu trop carré, parfois, ça va pas forcément servir le site. Donc il faut quand même délimiter les espaces comme il faut et ensuite, créer un maillage interne qui soit intelligent. Globalement, les méga menus, c'est rare que ça soit une bonne idée. Donc il faut essayer de les limiter, voire de les supprimer quand on peut et plutôt travailler le maillage interne, à l'intérieur des pages. Ça, c'est un élément qui est un peu, délicat parfois, à comprendre, mais plus les, méga menus sont, importants et plus ça va altérer en fait la popularité qui va être diffusée et plus ça va avoir un impact également sur, la sémantique et en fait les relations sémantiques qu'on peut établir entre les pages. Donc ça, c'est un élément technique qu'il faut essayer de gérer. Donc on doit bien entendu privilégier l'indexation, mais faire attention également à la façon dont on va faire explorer les pages progressivement au moteur de recherche. Les liens footers, c'est pareil, il ne faut pas en abuser. C'est pas forcément nécessaire d'avoir, de répéter son menu de navigation dans le footer. On va plutôt utiliser, le footer pour, placer des pages qui peuvent être, intéressantes, rassurantes, qui peuvent avoir un vrai impact, sur l'acquisition, mais qui elles vont, apporter une espèce de complément en fait à la navigation principale. Ça reste quand même un lien de structure, donc ça reste quand même un lien qui va être puissant quand il est placé dans le pied de page, mais c'est pas forcément le lien sur lequel on veut, insister. Donc ça peut être juste, le point de départ d'une branche d'arborescence, qui elle va proposer des contenus complémentaires et qui permettra de favoriser du coup l'acquisition sur, des intentions qui vont être différentes de celles qu'on peut envisager. Éventuellement, si on a des problèmes d'indexation, le plan de site HTML fonctionne très bien, et là on peut s'en donner à cœur joie puisque si on le link dans le footer, c'est une page qui va recevoir beaucoup de popularité et donc la totalité des pages du site peut se faire indexer assez facilement. Tout dépend bien entendu de la taille du site. Sur l'arborescence, un des problèmes qu'on peut constater, généralement, c'est une mauvaise gestion de la pagination, qui peut consommer beaucoup de crawl. Un exemple simple, si, j'ai, en bas de ma page, un lien, page suivante et qu'en fait j'ai, 15 pages de pagination, bah, ça va obliger le moteur à aller regarder une page à la fois. L'autre problème qu'on peut trouver, c'est, une pagination qui est bien mise en place avec une dizaine de liens de pagination, par exemple. Mais toutes les pages de pagination vont être en noindex. Ça, c'est pas un bon élément parce que finalement, on envoie du crawl sur des pages qui vont pas être indexées, donc c'est des pages qui vont être inutiles. On peut trouver aussi le même cas avec, la balise canonical qui renvoie vers la première page de pagination. Ça aussi, c'est dommage. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de faire en sorte que la pagination soit pas vue par les moteurs de recherche et essayer de travailler du coup le maillage interne différemment. Sur, le scroll infini, on trouve encore beaucoup de sites qui utilisent le scroll infini, mais ça peut poser certains problèmes parce qu'on ne trouve pas forcément, la totalité des contenus et parfois il y a même des problèmes de rendering chez Google qui font qu'on ne découvre pas les pages suivantes. Donc un des éléments qu'on peut utiliser là, c'est utiliser une pagination alternative. Les balises NoScript fonctionnent très bien, hem et ça permet du coup de garantir une indexation de la totalité des pages de pagination. En général, les paginations, on essaie de les limiter. On va plutôt privilégier l'arborescence pour essayer d'avoir des pages qui vont répondre à des requêtes parce que personne cherche, requête et page 1 ou page 2. Tout le monde s'en fiche. Les gens ont une idée en tête, une intention, ils essaient de refléter cette intention en utilisant une requête dans un moteur de recherche, donc il faut essayer de faire en sorte de
d'avoir des pages qui vont répondre à ces requêtes et des pages qui sont satisfaisantes pour l'internaute. Là, on va rentrer vraiment dans un point crucial du SEO technique, c'est la capacité de crawl. Parce que ça peut être quelque chose qui peut être assez abstrait pour la plupart des novices et qui peut se révéler quand même assez fondamental. Le crawl, c'est vraiment la première étape dans le fonctionnement d'un moteur de recherche. À partir du moment où un site est en ligne, si on ne colle pas d'interdiction particulière, les moteurs de recherche peuvent l'explorer. Et donc, si on a cette matière-là, c'est déjà un premier point. Maintenant, il faut essayer d'envisager ça un peu comme une boutique. Si votre boutique elle est difficile d'accès, qu'il y a beaucoup de queues pour rentrer, qu'il y a beaucoup de monde et qu'on met du temps à se faire servir, eh ben, on n'a pas forcément envie de revenir. Donc, c'est un peu ces éléments-là qu'on va essayer de regarder pour essayer de les améliorer. Donc, pour améliorer sa capacité de crawl, il y a quelques petites questions qu'il faut se poser. Par exemple, quel est le crawl actuel de mon site? Là, dans ces cas-là, je peux aller dans la Search Console et regarder comment Google explore mon site. Regarder quel type de pages sont crawlées. Est-ce que c'est des types de pages qui sont utiles? On a pu constater, notamment depuis que Google fait son rendering tout seul dans son coin, qu'il détecte certains contenus en Ajax et qui va aller les crawler assez rapidement, assez fréquemment. Et finalement, c'est pas des contenus qui sont intéressants. Donc, on gaspille en fait l'énergie du moteur sur des choses qui vont pas servir la conversion sur le site ou simplement sa fréquentation. Donc, on va regarder aussi dans la Search Console, quelles sont les pages qui sont détectées, qui sont explorées, qui sont indexées et regarder si on n'a pas des problématiques. Si j'ai un grand nombre de pages qui sont détectées mais pas encore explorées, je dois me poser des questions aussi sur le fait que ma popularité est peut-être mal gérée ou peut-être que j'ai d'autres leviers à exploiter, comme les sitemaps XML, que j'exploite pas bien. Si j'ai beaucoup de pages explorées, mais pas encore indexées, là, c'est pareil, il faut se dire: «Est-ce que mon rendu est suffisamment rapide pour les moteurs de recherche?» Donc ces éléments-là, on va les voir un petit peu plus en détail après, mais je trouve que c'est, des questions qui sont fondamentales à se poser au début. Et bien entendu, regarder toutes les erreurs serveurs, parce que parfois on fait des crawls avec nos propres outils, ou avec des outils externes, mais c'est jamais forcément la version, qu'on peut avoir, exactement, la vision qu'on peut avoir, elle sera jamais la même que celle de Google. Donc on a besoin de savoir comment Google interagit avec notre site et quels sont les éléments qui lui posent problème. Un exemple ici, j'ai un site avec 64 000 pages indexées qui sont valides. J'ai quand même 26 erreurs. Ça peut paraître peu, mais en réalité, ça peut être des pages qui sont importantes et qui répondent en 500. Donc ça, c'est des erreurs serveurs et ça peut poser des problèmes. Sur une page de conversion, on va essayer d'éviter d'avoir ce type de problème. Mais d'autre part, les erreurs serveurs comme ça vont affecter aussi la régularité du crawl parce que ça veut dire que peut-être que votre site ne supporte pas la charge. Et donc, si ça génère des erreurs serveurs, Google va réduire son crawl pour venir un petit peu moins souvent. Un autre point qui est choquant ici, c'est surtout la proportion de pages qui sont exclues. Et là, on a vraiment énormément de pages qui sont exclues. Quand on a presque 500 000 pages exclues pour 65 000 pages valides, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc typiquement, là, on a beaucoup de pages qui sont en noindex. Et ces pages qui sont en noindex, finalement, on leur envoie du crawl, mais elles servent à rien. C'est des pages qui vont pas servir pour l'acquisition. Donc là, il faut vraiment faire en sorte de les exclure du crawl. Donc pour ça, on va essayer justement d'utiliser, peut-être du JavaScript, ne plus les lister dans le sitemap pour avoir, une meilleure qualité de crawl. Mais il faut essayer d'éviter de faire des liens vers des pages qui sont pas, intéressantes. Juste mettre une instruction dans le robot TXT, en fait, ça va pas empêcher le moteur de découvrir les liens. Ça va pas empêcher non plus de calculer la popularité vers des pages avec des pages qui sont exclues dans ce calcul. Donc c'est pas sain. Donc il vaut mieux éviter de présenter des liens quand on ne veut pas les montrer au moteur de recherche. Privilégier du coup d'autres façons de les présenter aux utilisateurs. De la même manière, les pages avec redirection, vous voyez que j'ai 100 000 pages avec des redirections. Donc là aussi, il faut que je me pose une question. Est-ce que ça, c'est des pages que j'ai volontairement listées, par exemple, dans une dizaine de pages parce que je voulais faire prendre en compte les redirections, ou est-ce que c'est des vieux liens résiduels qui sont toujours pas corrigés? Et donc là, il faut reprendre les choses en main, essayer de se dire, bah, je vais corriger le problème à la racine et changer le lien directement pour pouvoir faire en sorte que le moteur ne fasse pas des sauts et qu'il n'attende pas de devoir être redirigé à chaque fois pour retomber à la fin de la file de crawl. Ça décale en fait le crawl, ça fait un crawl qui n'est pas efficace.
De la même manière, présenter des liens avec, une balise canonique, qui va être différente de la page de destination, c'est pas bon. Ça va générer à peu près la même chose qu'une redirection, c'est-à-dire, on repasse, en bas de la file de crawl et du coup, ça décale d'autant plus le crawl. Donc c'est pas des bonnes choses. Et là, ce que je peux constater, c'est que j'ai des pages qui sont, explorées, quand même quasiment 10 000 pages, mais pas encore indexées. Donc ça veut dire aussi que j'ai peut-être des problèmes de rendu parce que, le temps de rendu est un peu long. Donc ça va être plus difficile pour Google de traiter toutes mes pages. De la même manière, elles sont certes explorées, mais elles sont pas encore, prêtes, pour l'indexation. Ça veut dire qu'elles réunissent peut-être pas tous les critères. Donc là, je dois me poser des questions, en tant que SEO technique pour essayer d'isoler ces pages-là et aller regarder un petit peu plus en profondeur ce qui peut se passer à cause de quoi ça peut bloquer. Enfin, les pages introuvables, ça paraît un classique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler et là aussi, il faut corriger le problème à la racine. Si j'ai un lien qui pointe vers une 404, c'est un lien qui n'est pas efficace, c'est un lien qui est perdu, donc c'est de la popularité qui est perdue et c'est surtout, du travail, inutile pour les moteurs de recherche. On peut avoir des cas particuliers. Là, c'est un cas particulier récent, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, pour le moment, mais c'est vrai que j'ai, rarement vu ça. On a un dans le rapport de la Search Console, un élément qui est, déplacement autre et déplacement autre, en fait, c'est, pas des, redirections 301 ou 302, ni des codes 304, c'est, d'autres déplacements. Et donc c'est assez compliqué, à spotter parce qu'on peut se demander, de quoi il s'agit. Et on voit que par type de fichier, vous voyez, j'ai moins de 1 qui est, en HTML. Donc là aussi, ça pose, aussi des problèmes parce que, on se dit: «Bah, alors OK, ça veut dire que j'ai 100 de mon crawl qui est fait vers, d'autres types de fichiers». Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'aller voir le détail et là, aucun exemple conservé pour ce type de requête. Alors ça, j'adore. Donc merci Google. Franchement bravo, parce que comment je peux régler des problèmes si je ne sais pas de quoi il s'agit? Donc là, c'est là qu'il va falloir mettre en place, pas mal d'éléments de test, et malheureusement, ça risque d'être, un peu fastidieux. Mais pour le coup, ça va être nécessaire de travailler là-dessus. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, mais ça fait partie des cas, particuliers sur lesquels on peut tomber. Un élément important aussi, c'est de vérifier si, mes pages, prioritaires sont vraiment suffisamment, crawlées par rapport à mes pages qui sont secondaires. Sinon ça veut dire que peut-être que j'envoie trop de liens, dans mon maillage interne vers des pages qui ne sont pas forcément les pages qui doivent apparaître, en premier ou des pages qui n'ont pas forcément un degré de concurrence, très élevé. Et c'est peut-être un peu dommage parce que, du coup, je me prive d'un certain crawl sur des pages qui sont très importantes dans mon site. Donc là, on peut regarder, dans les analyses de log, on peut regarder aussi, dans la Search Console, pour trouver des informations et vraiment se dire si, ma catégorie de niveau 1 sur mon site e-commerce, elle est suffisamment crawlée par rapport à ma catégorie de niveau 3, par exemple. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que cette gestion, en fait, de la popularité interne, elle est très importante. Plus une page est importante pour moi, plus il faut que je la fasse visiter au moteur et dans ces cas-là, il faut que je raisonne en fonction des volumes de recherche que je veux atteindre. De la même manière, si on veut avoir un crawl qui soit de bonne qualité, il faut essayer d'utiliser les sitemaps, au maximum de leurs possibilités, sans oublier d'y ajouter les images et les vidéos. Ça, c'est notamment valable pour les sites e-commerce, mais pas que. Sur les sites de contenu également, on peut avoir, des éléments qui peuvent être, pris en compte, des éléments images, qui peuvent donner lieu du coup à du trafic parce que, les gens recherchent par image à ce moment-là. Ça peut être le cas par exemple sur des magazines de déco. Ça peut être, le cas sur des sites de tutoriels également. On va rechercher des vidéos. Un exemple ici pour les sitemaps, voilà, vous voyez, en gros, j'ai 89 sitemaps et ils sont tous capés, au maximum à 1000 URL. Donc là, finalement, j'utilise, pas du tout les capacités, qui me sont offertes par un sitemap, dans lequel je peux lister quand même 50 000 URL. Donc c'est un petit peu dommage de lister 50 fois moins de pages, alors qu'on pourrait avoir, du coup, un crawl qui est beaucoup plus efficace. Donc on peut organiser ça en fonction de la taille du site, par grands ensembles. Mais je trouve que c'est très important de les regrouper parce que là, sinon, vous voyez que les temps de traitement, en fait, ils sont, diffus. Donc là, entre le 15 et le 22 juin, j'ai eu, ces traitements qui ont été effectués, des sitemaps, mais j'en ai encore, 79 autres. Donc finalement, je suis en train de donner du travail au moteur de recherche, qui n'est pas,
qui n'a pas à sa disposition la totalité des URL du site. Donc c'est vraiment, quelque chose que je peux essayer de regrouper, pour pouvoir avoir une meilleure efficacité. Les chaînes de redirection, c'est pareil. Là, c'est quand je veux me rendre, sur une URL et que cette URL est redirigée vers une autre, puis elle est redirigée vers une autre et elle revient à la même. Donc ça fait une boucle de redirection. La chaîne de redirection peut aussi s'arrêter. Par exemple, je me rends sur l'URL A, j'arrive sur l'URL B qui me redirige vers l'URL C. Là, pas de problème, la chaîne s'arrête, mais je peux retrouver une canonical vers la page A. Donc ça fait comme une boucle de redirection. D'une manière générale, il faut toujours éviter de faire des sauts au moteur de recherche. Le moteur de recherche, il est là pour, récupérer une page, prendre son contenu, la traiter, l'indexer et la ranker. Il n'est pas là pour, qu'on lui dise: «Ah bah non, tu t'es trompé de porte, va voir plutôt chez le voisin». Ça lui fait perdre du temps et si vous étiez à sa place, ça vous énerverait aussi. Donc il faut essayer d'optimiser son passage pour faire en sorte que justement, il puisse explorer un maximum de pages sans avoir à changer de direction à chaque fois. Les liens entrants cassés, ça aussi, ça fait partie du SEO technique parce que finalement, on ne peut pas forcément les détecter. Parfois, ce sont des liens en fait, qui peuvent mener à des 404. C'est pas forcément facile de voir s'ils sont toujours, visibles. On n'a pas toujours la page d'origine, donc il faut utiliser des outils comme Ahref pour essayer de voir si on a justement des anciens liens qui pourraient être cassés et qui pointent vers des pages qui sont plus disponibles sur le site. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement parce que ça peut arriver que, justement, on ait des partenaires dont le site est KO, avoir des partenaires, qui suppriment un lien, avoir aussi, une migration de site qui peut être faite, et qui génère du coup, des pages en 404 parce qu'on n'a pas les bonnes redirections. Tous ces éléments-là vous permettent aussi de détecter de nouvelles erreurs que vous pouvez traiter par la suite. Sur les entêtes HTTP, là, c'est la même chose. Les entêtes HTTP, en fait, sont des données qui, transitent, entre le serveur et le client et ces données, on les voit pas forcément, donc on utilise des outils, spécifiquement, mais quand on accède à une page, le serveur renvoie des entêtes pour dire, bah, voilà, quelle est la date, quel est le type de serveur et cetera et parfois, en fait, ça peut poser des problèmes. Ici, par exemple, j'ai un entête serveur, qui renvoie, un code 200, donc la page est disponible. J'ai bien une adresse IP, que j'ai cachée ici pour des raisons de confidentialité. J'ai bien la date, hein, il y a pas de problème. Je sais que c'est un serveur Nginx, heu et c'est tout ce que je sais, en fait. Finalement, je sais même pas si je suis en train d'explorer, une page web ou, une image ou un fichier PDF ou, autre chose. J'ai aucune notion là-dedans. Donc ça, c'est déjà un élément qui pose problème. Quand on regarde en comparaison avec, ces entêtes-là, qui proviennent d'un autre site, on voit que j'ai aussi la date. Par contre, bon, ça, c'est pas forcément nécessaire, mais j'ai des entêtes, d'expiration qui permettent de gérer aussi le cache. Je peux avoir également, des éléments sur, la politique HSTS avec justement, tous les éléments qu'il faut. Je peux avoir également, une indication disant que le contenu est encodé, il est compressé, des éléments sur les autorisations pour les frames et des éléments sur la protection XSS et surtout, je sais quel type de page je suis en train d'explorer. Donc ça, c'est très important et c'est des éléments qui sont fondamentaux aussi pour le crawl. Si on veut avoir un bon crawl, il faut des entêtes qui soient claires et complets. On peut rajouter beaucoup de choses, hein, sur les entêtes. Nous, on s'amuse parfois à mettre des conneries dedans. C'est vrai que c'est un endroit dans lequel on peut vraiment placer beaucoup de données. Pour optimiser le crawl, donc on peut utiliser aussi des entêtes de connexion avec la valeur keep alive. Ça permet de conserver la connexion et donc ça exploite mieux le réseau puisque ça évite, par exemple, quand on est en connexion sécurisée, des nouveaux handshakes, pour, garantir que la connexion est bien sécurisée. Donc ça permet d'avoir moins de latence sur les différentes requêtes et puis ça permet de mieux utiliser le crawl qui est alloué au site et donc on peut, l'exploiter beaucoup mieux. Ça, c'est une petite astuce qui peut être bien, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, Google est passé à HTTP2, donc il supporte le protocole HTTP2 qui lui permet, le multiplexing. Ça veut dire qu'avant, on devait pour une même ressource, en fait, envoyer un robot à chaque fois. Là, on peut envoyer un seul robot qui peut récupérer du coup tous ces éléments-là avec une seule instance, avec une seule connexion. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très important et notamment, ça va jouer un très grand rôle dans, le rendering chez Google. Et justement, le rendering chez Google, heu, ils l'ont annoncé du coup en 2019, en mai 2019.
disant que maintenant ils allaient utiliser, Chromium, donc à l'époque c'était, Chromium version 74, pour pouvoir justement reconstituer les pages. Donc il y a pas mal de petites choses à savoir sur le rendu, WRS c'est, Web Rendering Service. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a une URL qui va être ajoutée à une file d'attente, d'exploration. Le robot d'exploration va aller récupérer les contenus et dans le code HTML qu'il récupère, il va y avoir un traitement et ce traitement, en fait, place du coup les éléments qu'on a récupérés dans la file d'attente de rendu et c'est le moteur de rendu ensuite qui va renvoyer au traitement un code HTML qui lui, va être presque similaire à ce qu'on peut trouver sur votre site. Et là, à partir de là, l'indexation va pouvoir se faire. Donc aujourd'hui, il y a quelques petits éléments à savoir, c'est que, le moteur de rendu de Google ne respecte pas les règles de cache, HTTP. Ça veut dire que lui, il met en cache les ressources qu'il a récupérées, mais il vous dit rien du tout sur, le fait que, ces versions, de fichiers JavaScript, CSS ou même HTML, il vous dit pas du tout quand est-ce qu'elles vont être, mises à jour, quand est-ce qu'il va retélécharger à nouveau ces ressources-là. Donc c'est assez compliqué parce que même si on fait un changement de code, il va pas détecter que le fichier a changé. Ça, c'est pas quelque chose qu'il regarde. Donc c'est en cache, mais pour une durée qui est, finalement indéterminée. On ne sait pas, avec quelle régularité ils vont mettre à jour ça. On sait en revanche qu'il y a un nombre de téléchargements, de ressources qui est limité. Donc il faut faire en sorte d'avoir des structures de site qui soient, assez faciles, qui soient assez légères et il va sélectionner en plus, les ressources qu'il va télécharger pour le rendu. Donc là, il faut faire attention, également parce qu'un script de rendu, JavaScript qui a un gros rôle sur, la façon dont on va, afficher la page, ça va poser de très gros problèmes pour Google si c'est trop gourmand en ressources. Donc tous ces éléments-là, il faut vraiment les prendre en compte parce que, si on n'a pas une page qui est efficace, dans le rendu chez Google, ça peut être assez gênant et ça peut poser d'autres petits soucis parce que ça va affecter du coup le crawl. Donc un point important également, c'est qu'on parle souvent de la version desktop et de la version mobile. On vous répète souvent en fait qu'elles doivent être vraiment, très similaires et en effet, le moteur de rendu, il va utiliser la même page et la rendre, donc sauf, indication contraire quand on a une version, vraiment en dynamic serving ou, avec un sous-domaine, mobile dédié. Mais en général, elle va utiliser avec 2 résolutions, une desktop, une mobile, pour pouvoir, effectuer ce rendu et donc, comparer les pages. Donc là, c'est très important que les éléments soient à peu près identiques pour pas qu'il y ait de loupés. La façon dont ça fonctionne justement, c'est, quand, Google va récupérer une page HTML et qu'il va la passer dans son moteur de rendu, le moteur de rendu va pouvoir permettre de détecter qu'il y a, un fichier JavaScript marron et un fichier CSS vert. Donc il va aller les chercher pour pouvoir effectuer le rendu. Une fois qu'il a récupéré ces éléments-là, il peut, relancer son rendu. Ça va lui permettre de découvrir qu'il y a l'accès à un nouveau fichier HTML et un fichier, JavaScript, vert. OK? Donc là, c'est des éléments qu'il connaît. Et il va aller chercher une autre page et sur cette autre page, il va se rendre compte qu'il y a les mêmes scripts. OK? Les mêmes scripts ici, les mêmes, CSS et donc si ça lui permet de découvrir un nouveau contenu, comme là, cette page HTML qui est différente de celle-ci, mais qui a déjà un fichier, qu'il connaît déjà et bien du coup, au lieu d'aller retélécharger des ressources, les fichiers qui sont encadrés là, il va les utiliser depuis son cache. Ce qui fait que ça lui permet de limiter du coup les ressources, serveurs et du coup les ressources de chargement et surtout le temps que ça prend pour, rendre une page. On peut penser que c'est assez délicat de faire rendre une page. En réalité, le temps médian pour Googlebot, pour rendre une page, en fait, donc le temps qu'une page va passer dans la file d'attente pour le rendu, c'est environ 5 secondes. Donc ils arrivent à en traiter quand même pas mal. Mais 5 secondes par rapport au nombre de pages qui sont crawlées, finalement, ça décale beaucoup. Donc on sait que c'est quand même quelque chose d'assez, efficace. Ils l'ont, dévoilé à la conférence, des développeurs, Chrome. 5 secondes, ça paraît pas beaucoup. Moi, je trouve qu'en effet, c'est pas beaucoup. Mais, par contre, imaginez le nombre de pages qui sont, crawlées par Google tous les jours. C'est vrai que pour effectuer le rendu à chaque fois, ça va être différent. Donc là, on peut se poser la question de la version de la page, que dont Google dispose chez vous, et de son âge,
Parce que si vous faites beaucoup de modifications, est-ce que ces modifications sont prises en compte régulièrement? Est-ce qu'il n'y a pas une manière, un peu différente de le forcer, en fait, à prendre des modifications en compte? Donc là encore, c'est pour ça qu'il faut vérifier la disponibilité des ressources pour les moteurs et notamment la disponibilité des ressources externes. Il y a pas mal de services en fait qui proposent, d'utiliser leur script, leur CSS, mais parfois qui bloquent, l'accès au moteur, dans leur robot TXT et donc dans ces cas-là, ils peuvent pas aller le récupérer. Il faut vérifier aussi la gourmandise des scripts. Si ça prend trop de CPU, c'est pas des, éléments qu'il faut laisser comme ça. Il faut absolument les rendre beaucoup plus efficaces parce que s'ils n'arrivent pas à rendre, correctement la page à cause de ces scripts-là, le rendering va s'arrêter et donc on risque d'avoir une page qui est un peu pétée, qui va pas forcément, matcher tous les critères, de qualité qui sont attendus. Le cache de Google, c'est quelque chose qu'il faut absolument aller vérifier. Même quand on a un site, full JavaScript, il faut aller voir ce que Google, sait. Et donc parfois, quand les pages sont trop longues à rendre, le cache n'est pas disponible ou quand la page est trop grande, le cache peut ne pas être disponible. Donc c'est un peu compliqué. Parfois aussi, le cache, utilise JavaScript pour pouvoir s'afficher, correctement et là encore, il faut essayer de voir ce que Google sait de votre site. Donc pour, s'assurer que tous les éléments d'une page sont bien, récupérés, il faut essayer de prendre quelques petites portions de texte et puis on les colle dans Google, entre quotes pour voir si, des éléments sont bien récupérés. Je vous prends un exemple simple, vous avez une, catégorie d'un site, e-commerce qui propose une liste de produits. Et en dessous de cette liste-là, en fait, vous avez un bloc de questions-réponses courantes par rapport à ce type de produit. On veut valider en fait que les questions-réponses sont bien prises en compte par Google. Dans ces cas-là, on prend le texte d'une réponse, on le copie entre quotes et on le colle dans Google et on regarde si ça remonte. Si ça remonte, ça veut dire que Google le prend bien en compte. Si ça remonte pas, ça veut dire qu'il faut aller regarder pourquoi et regarder si la technique utilisée est bonne et si, je rends bien, du coup, disponibles ces contenus-là au moteur. Quelque chose qui est bon à savoir aussi sur le web rendering, service de Google, c'est, qu'il semble ignorer, tout ce qui est fonte, images et script de web analyse. Donc, Google Analytics, Piwik, Médiamétrie et cetera et visiblement, c'est pas des choses qu'il prend en compte parce qu'il les retrouve assez fréquemment et donc il va essayer de s'en débarrasser parce qu'il en a pas besoin. Un truc très important également, c'est que le temps de chargement, lui, il n'est pas mesuré lors de l'opération de rendu de la page. C'est pas du tout, le focus de Google à ce moment-là. Google à ce moment-là, lui, ce qu'il veut, c'est, réussir à restructurer la page et voir, le contenu qui est vraiment utile et de quelle manière il est organisé et d'autres petits critères également. Donc le temps de chargement, lui, chez Google, il n'est pas du tout analysé, à ce moment-là. Il est plutôt analysé avec les données qu'il récupère depuis le Chrome User Experience Report. Donc c'est des choses qui sont importantes à regarder. Donc la petite astuce, quand on a des ressources qui peuvent être, mises en cache assez longtemps chez Google, c'est d'essayer d'utiliser des noms de scripts qui vont être différents et pas utiliser les points d'interrogation var égale, 1 ou v égale 1, plutôt utiliser directement dans le nom du script pour qu'il détecte que c'est pas le même nom de fichier. Donc c'est une nouvelle ressource à télécharger. Ça, c'est une petite astuce qui vous permettra de forcer en fait le rendering, et d'avoir des éléments à jour. Le crawl globalement, quand il est effectué pour aller chercher des contenus, il faut savoir il est aussi partagé avec le téléchargement des ressources. Donc si vous avez une page qui est crawlée et qui a beaucoup de ressources, toutes ces ressources-là, ça va faire des appels qui vont être, déduits en fait de l'allocation de crawl que vous avez déjà. Donc il faut vraiment essayer de limiter le nombre de ressources et faire en sorte, que tout soit le plus efficace possible. Toutes les règles du robot TXT sont censées être respectées au moment du rendu. Ça veut dire que si vous bloquez certains scripts ou certains CSS, dans le robot TXT, Google n'ira pas les télécharger pour, effectuer son rendu. Le contenu, je vais passer assez rapidement dessus, mais le contenu sur sa dimension technique, en fait, c'est surtout, regarder la duplication et la qualité. On peut avoir, de la duplication interne. On a, développé un outil qui va sortir, très, très prochainement, pour pouvoir le spotter. Mais on a aussi du content spinning qui va être de mauvaise qualité. Là, on peut trouver assez manuellement que, c'est du contenu, qui ressemble plus à du texte à trous qu'à du contenu, normal. On va avoir également, la duplication externe. Là, vous connaissez certainement tous, Kill Duplicate qu'on a développé. Ça aussi, c'est un élément technique parce que, on peut aussi, s'en prévenir, justement, par l'utilisation de certaines balises comme les balises canonical, mais aussi par d'autres moyens quand on arrive à détecter qui sont les plagieurs. Les contenus pauvres également, c'est toujours dans le même outil qu'on est en train de développer. Ça peut poser des problèmes et c'est vraiment un élément technique parce qu'il faut pouvoir identifier,
tous ces contenus pauvres et donc c'est techniquement que ça se passe. Bien entendu, il faut essayer de valider également le besoin de mise à jour de ces contenus-là, parce que, parfois on peut trouver des contenus qui sont trop dupliqués, par de trop nombreuses, sources différentes. Donc on essaie d'identifier les plagiaires et ensuite, de les bloquer et rédiger un nouveau contenu pour qu'il soit bien propre. Une visualisation par exemple là du contenu dupliqué interne, il y a parfois des sites qui ont 78 de leurs pages qui sont trop dupliquées et donc là vous pouvez voir une représentation, donc vous avez ici, en rouge le contenu dupliqué interne, en orange le contenu pauvre et en vert le contenu qui est, pleinement exploitable et qui est, de bonne qualité. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui est bon pour le site, actuellement. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de régler assez rapidement. Sur, le contenu, bien entendu, on a aussi des éléments techniques qui sont importants parce qu'il y a la structure sémantique des pages qui va, jouer un rôle et pour ça, il faut pouvoir, avoir certaines balises à disposition, donc les intertitres H1 à H6, mais également les listes, listes à puces, listes numérotées, les tableaux, dont, Google est très friand, les citations, les définitions. Donc on a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser. Donc quand on va structurer une page, du coup, il faut essayer de travailler aussi avec l'intégration des médias. Il y a des balises qui sont spécifiques pour ça. Donc ça, c'est la dimension technique qu'on peut appliquer directement en front sur, des gabarits de pages et qui permet d'avoir, du coup, une structure logique et un maillage interne qui va être efficace. De la même manière, le maillage interne, on va pouvoir le travailler en insérant entre les paragraphes des liens automatiques, sur certaines, requêtes. La convivialité de page, c'est un élément qui est très important aussi. Sur cette convivialité, justement, on a, le Date, Page Experience qui se déploie. Donc on a officiellement, en fait, le côté Core Web Vitals, plus, tous les éléments sur, le fait que le site est compatible pour les mobiles, qu'il n'ait pas été piraté, qu'il y ait une connexion sécurisée, qu'il y a pas de publicité lourde. Donc tout ça sont des signaux qui sont, utilisés pour évaluer justement l'expérience, mais il y a aussi d'autres signaux. En revanche, la doublette qui est vraiment importante en ce moment, notamment, avec les derniers updates, c'est travailler l'expérience sur la page avec les intentions de recherche. Et les intentions de recherche plus la bonne expérience sur la page, quand tout ça c'est bien ciblé et qu'on arrive à atteindre les bons critères, bah là c'est le jackpot et c'est comme ça qu'on arrive à passer les updates assez facilement. Sur l'automatisation, bien entendu, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut automatiser sur un site, donc les structures de titres, les structures de métadescription, pour pouvoir les générer facilement, mais aussi la mise à jour de contenus froids qui vont jamais changer. Si j'ai une fiche à propos, je sais pas moi, d'un arbre, je veux dire, j'ai une fiche sur le chêne, je sais que les éléments, il n'y a pas besoin de les mettre à jour, manuellement à chaque fois. Donc je vais juste aller changer la date automatiquement et faire reprendre cette date aussi dans les microdonnées qui vont être présentes sur la page. Je vais pouvoir avoir la modification, automatique des liens quand je fais des changements d'URL. Ça aussi, c'est un élément technique qu'on peut automatiser. Ça demande du développement, mais par contre, c'est des éléments qui sont très importants. Et pareil, travailler sur du maillage interne automatique avec, des liens à l'intérieur des contenus, des insertions entre les paragraphes, des liens connexes. Il y a énormément de choses qu'on peut travailler et notamment bien penser à la variété des encres. Pour, avancer, parce qu'on a bientôt terminé, le temps de chargement qui lui va être un élément très important aussi, notamment sur les derniers updates. On a un temps de chargement, qui devient un peu l'obsession de beaucoup de SEO. Alors il faut savoir que Google n'utilise pas Lighthouse pour évaluer, la performance des pages. En revanche, pour vous donner quelques indications, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment, Lighthouse a réparti le poids justement de la performance. Et donc vous pouvez regarder que, ici, vous pouvez voir que, tout ce qui va toucher le total blocking time ou tout ce qui va toucher, le largest contentful paint sont des éléments qui ont un poids assez important. Et vous voyez que le CLS, lui, il est relativement important également. Il est plus important finalement dans la Search Console que directement dans, Lighthouse. Donc Lighthouse, c'est bien pour, essayer de travailler et détecter des problèmes, mais ce qu'il faut, avant tout, c'est regarder ce qu'on a comme données dans la Search Console parce que Google, lui, va se servir d'autres outils et notamment des données, utilisateurs pour pouvoir, juger de la rapidité d'une page. Quelques pièges, à éviter, le lazy loading sur les images qui sont visibles au-dessus de la ligne de flottaison, c'est pas forcément nécessaire. Donc essayez de l'enlever, ça vous permettra de gagner parfois quelques petits points. Et également un élément qu'ils ont changé assez récemment, il y a quelques mois, c'est, le chargement des images qui sont, placées en background CSS, et qui du coup n'entrent pas dans une logique de lazy loading. Donc ça, c'est un truc qu'il faut travailler, qu'il faut surveiller, et essayer d'avoir du coup, d'éviter ces images en background CSS quand, elles sont nombreuses notamment pour ne pas, pourrir le score Lighthouse.
Ça n'empêchera pas que votre page peut être quand même très rapide à charger. Donc ça, c'est vraiment sur le côté Lighthouse, hein. Les bonnes pratiques, c'est essayer de prévoir les emplacements des images ou des pubs également pour éviter que le design bouge au moment du chargement et donc que ça impacte le CLS. Il faut essayer d'utiliser des images avec des dimensions qui sont prédéfinies et utiliser les attributs natifs. On peut voir ici, par exemple, que j'ai une image de base qui est en 800 pixels de large avec un super joli attribut alternatif. Et vous voyez que ici, on fixe une largeur et une hauteur pour être certain que l'emplacement soit déjà réservé. Et ensuite, on va proposer différents formats au moteur de recherche, sachant que ces formats-là, en plus, on peut les préciser quand on veut une densité particulière, par exemple pour les écrans haute définition, on peut rajouter des éléments. Et ce qui est important ici, c'est le loading égale lazy et le decoding égale async. Ces deux éléments-là, surtout celui-là qui est pas très connu, mais celui-là utilise le lazy loading natif des navigateurs, qui est disponible sur plusieurs navigateurs courants, et le décodage asynchrone qui, lui, va permettre du coup de fluidifier le chargement. Globalement, pour aller plus vite, des éléments qui sont très importants, c'est essayer de précharger tout ce qui est ressources critiques. Donc là, il y a des links rel égale preload et on donne les URL des fontes, des CSS, des scripts qui, eux, sont vraiment critiques. Donc tout ce qui va s'afficher au-dessus de la ligne de flottaison, ainsi que les images. On essaie de pas en abuser parce que sinon, ça peut avoir l'effet inverse. Et on va essayer de booster tout ce qui est transfert, donc essayer de compresser et minifier les HTML, les CSS, les JS, tous les fichiers texte en fait, et bien utiliser le cache navigateur pour pouvoir avoir une bonne performance. Afficher progressivement le contenu via les CSS, c'est aussi une bonne pratique et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très utilisé. Donc pour ça, on peut utiliser du coup cet élément-là, du coup, qui s'appelle Content Visibility. On le met en attribut auto et ça permet de déployer du coup le chargement des éléments en fonction du scroll de la page. Un petit point très rapide sur les données structurées. Ça sert à quoi? Ça sert surtout à établir des identités avec certitude, donc les sites, les auteurs, les marques, les entreprises. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça établit également des entités de recherche ou des entités nommées, comme des organismes, des auteurs, des sujets ou des personnes. Et ça, c'est très pratique aussi pour établir des relations sémantiques. Donc ça permet au moteur de recherche de bien comprendre la structure des pages, bien comprendre la structure des sites et aussi d'extraire très facilement le contenu et de faciliter l'analyse. Un gros avantage, c'est la génération des rich snippets. Les rich snippets, par exemple, how to, qui permettent d'avoir du coup plusieurs étapes et donc de transformer une seule opportunité de clic en plusieurs opportunités de clic. Et ça permet d'occuper aussi plus d'espace dans la SERP mobile. De la même manière, on peut avoir des mises en forme comme ça, ou des mises en forme comme ça, qui sont généralement le résultat aussi de l'application des données structurées. Pour les podcasts, en revanche, on doit utiliser des données structurées, mais si on veut apparaître là-dedans, il faut aussi développer d'autres services tiers qui, eux, vont permettre de pousser le contenu auprès de Google Podcast. Et donc là, pour le coup, c'est une dimension technique qui est un petit peu plus complexe et un petit peu plus difficile à mettre en place. Pour le valider, il y a un super outil qui est le validateur de schema.org, qui est l'ancien en fait outil de test des données structurées de Google. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder comment elles sont prises en compte. Donc là, on peut faire quelques requêtes manuelles pour s'en sortir. On peut utiliser des outils comme SEMrush et on a aussi la Search Console qui vous permet dans l'onglet la section des performances de filtrer en fonction des types de résultats que vous pouvez avoir. Un dernier mot et là je vais m'arrêter ici parce que j'ai même plus 1 minute pour parler, c'est les surprises. Donc, on peut voir que là j'ai, parfois des surprises comme ça, des pages qui sont cachées dans l'arborescence qui consomment énormément de mon crawl, et quand je les regarde finalement c'est des pages qui servent à rien. Je peux regarder aussi, le nombre de pages qui sont indexées par rapport au nombre de pages qui sont disponibles dans mon sitemap pour pouvoir voir justement que là, j'ai 84 800 pages qui sont découvertes, mais j'ai 150 000 pages qui sont dans mon sitemap. Donc j'ai certainement des éléments qu'il va falloir que je travaille, comme des paginations ou d'autres petites pages qui vont être orphelines ou pas forcément bonnes, typiquement des versions imprimables de pages, ça existe encore. Et enfin, quelques frayeurs qu'on a pu avoir, là globalement, c'est des choses qu'on a pu tous, observer, grâce à la RGPD, la mise en place de la cookie banner. Donc là aussi, c'est, la bonne pratique, c'est de pas se fier à ce qu'on voit dans le moteur d'analyse, mais plutôt aller regarder dans la Search Console ce qui se passe, réellement. Parce que quand on voit une courbe comme ça, en général, on flippe. Le dernier petit point, c'est, aussi faire attention en ce moment, il y a une recrudescence en fait de petits malins qui s'amusent à faire, des
des requêtes sur les moteurs de recherche internes des sites pour essayer de positionner quelques noms de marques, quelques noms de domaines, etc. Il y a même des petites émoticônes. Donc c'est très mignon, mais globalement c'est assez ennuyeux. Donc ça, le faites pas indexer, faites vraiment très attention à ce que les moteurs n'aient pas accès en fait à vos résultats de recherche internes et que ces pages ne soient pas indexées non plus. Donc il faut avoir les deux, blocage par le robot TXT et noindex au cas où il ne respecte pas le blocage. Un petit dernier point sur l'utilisation du SVG. Donc là, j'ai fait un test pour m'amuser. Donc j'ai créé une page avec un SVG dans laquelle j'ai placé un contenu de la manière la plus valide possible pour voir s'il était pris en compte. Donc la page est bien indexée. Il n'y a pas de problème. Et j'ai essayé de placer ce néologisme, c'est un terme qui n'existe pas, hein, pour voir si justement ce contenu était exploité. Le résultat de la recherche, c'est qu'il n'est absolument pas exploité. Donc le contenu qu'on place dans les SVG, c'est absolument pas pris en compte par les moteurs de recherche. En revanche, ce que je me suis amusé à faire, c'est pourquoi m'arrêter là, c'est je me suis dit, je vais placer aussi un lien dans le SVG, la manière toujours la plus conforme possible. Et là, bizarrement, le lien en fait permet de faire indexer la page de destination. Donc c'est un bon élément parce qu'on peut rendre des éléments visibles ou invisibles. Les liens sont quand même suivis à l'intérieur et ça permet aussi, puisqu'on a du code SVG, de ne pas faire indexer certaines parties des pages puisque ce code en fait n'est pas exploité par les moteurs de recherche. Donc là, il y a quelques petites options à travailler sur le SVG pour pouvoir réussir à tirer le meilleur parti de toutes les optimisations techniques qu'on peut faire pour privilégier un contenu de bonne qualité. Et j'ai terminé et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que c'est pas allé trop vite. Non, non, c'était super. Ah, Merci c'était beaucoup, top. Mathieu. Merci C'était Mathieu. vraiment, vraiment chouette, ouais. Merci. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à aborder, donc on a beaucoup Ouais. de questions diverses et variées, beaucoup Et de j'ai remerciements. sélectionné. Tu as Ouais. en haut à droite, si tu veux, les commentaires des gens, en fait, avec notamment les remerciements, les questions voilà, qu'on va te poser. On va essayer de t'en poser quelques-unes. On a un peu de temps, Mhm. vu que tu es le dernier de la matinée. Alors, il y avait Younes qui disait, si le méga menu est en asynchrone en Ajax, normalement il n'est pas lu par le crawler. Est-ce que cela répond au besoin de l'utiliser et à la contrainte du crawler? Ouais, c'est compliqué. Alors oui, en effet, si on a un méga menu qui est géré en Ajax, il faut juste s'assurer que l'URL de la requête Ajax, donc qui est appelée pour afficher le menu, soit bloqué dans le robot TXT. Sinon, ça sert à rien. Tu dis que le non-index, alors je pense qu'il y a une confusion entre indexation et exploration, mais Mm. tu dis que le non-index sur les pages de pagination nuisent à l'indexation de ces pages, mais ce sont des pages de faible intérêt puisque ce sont juste des listes de liens. Pourquoi les Mhm. faire indexer? Pourquoi les faire indexer? Tout simplement parce que les liens qui sont présentés sur ces pages-là, ils ont besoin d'être crawlés pour pouvoir continuer d'exister. Si ces pages-là en fait sont plus crawlées, ça sert à rien. Donc le phénomène, c'est que quand on a des pages qui sont en no-index, le taux de crawl en fait diminue au fur et à mesure. Et donc de plus en plus, le crawl va s'affaiblir et donc ces pages-là ne sont plus visibles. Donc c'est pour ça qu'on veut les faire indexer. Par contre, ça va quand même de pair avec le commentaire que je faisais, c'est limiter au maximum la pagination, c'est-à-dire plutôt utiliser de l'arborescence pour travailler justement l'affichage des liens vers les bonnes pages et pas trop utiliser la pagination. On l'utilise vraiment en dernier recours quand on n'a plus le choix. Ok, ok. Ouais, on a beaucoup de questions en fait qui tournent, tu vois, autour des menus justement, des méga menus, de ce genre de. Alors bon, j'ai Romain qui avait apporté une petite précision. Attends, j'en avais une il y a eu beaucoup de réactions en fait. En tout cas, il y a tellement de merci qu'il faut que je remonte tout en haut. Alors attends, j'en avais noté. Par rapport au méga menu, on lit beaucoup que c'est mauvais pour le SEO, mais ça semble très généralisé sur les gros sites. Est-ce que vous avez des exemples de gros sites avec des bonnes pratiques? Non. Alors, il y a Romain, pour t'aider, il y a Romain Langlais qui a précisé, en fait, justement, qui avait précisé, qui a donné quelques exemples de sites de mémoire qui évoquaient Cdiscount, notamment, a priori. C'est possible. Nous, on communique jamais sur nos clients, du coup, je donne pas d'exemple Ouais, bien comme ça. sûr. Mais en effet, il y a quelques sites qui le font bien et généralement,
pourrez remarquer que c'est des sites qui se débrouillent bien aussi dans les rankings. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. On peut sélectionner, hein, si on a vraiment un très très gros site, on peut garder certains éléments qui sont présents dans le méga menu pour les afficher, mais tout ce qui va être trop profond, on ne va pas l'afficher puisque ça n'aura pas de sens. Et puis alors attends, on parlait quelle est la bonne pratique? Ok, bon, voilà, ça, on l'a vu. Ouais, il y a beaucoup de sujets en fait. Il y a beaucoup de sujets. J'ai peur qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas le temps de tout voir. Il y avait Sarah qui nous disait, pouvez-vous développer le CLS? Mais c'est un peu compliqué, pareil, peut-être Ouais. en manière. Il y avait peut-être en une phrase. Bon, tu l'as bien expliqué, mais c'est un peu. Ouais. Voilà, En une phrase, en fait, ce serait de faire en sorte en fait que la structure de la page avant qu'elle soit peinte, en fait, que tous les emplacements soient déjà fixes pour que la page ne bouge plus et que les éléments soient ensuite remplis comme un pochoir, en fait. Faire en sorte que la page, ça soit un pochoir. Et puis on avait possible d'avoir un petit peu plus d'infos sur le HSTS, mais pareil. Alors ça, c'est pas grand-chose, c'est juste une pauvre configuration à mettre en place dans le fichier htaccess. C'est juste pour privilégier en fait la connexion sécurisée au site. C'est uniquement ce point-là. Donc c'est vraiment un détail. Ce qui est intéressant, c'est quand on l'a mis en place, ça permet d'avoir une bonne note sur son certificat quand on le fait analyser. En général, c'est des éléments qui sont déterminants pour avoir un certificat A+. Mais surtout, l'avantage, c'est qu'on peut on peut faire partie de la preload list de Chrome. Et là, c'est vraiment intéressant. Salut Raphaël. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui étaient, bon, il y avait souvent les mêmes questions. En tout cas, tu as des compliments vraiment de tous les participants. Merci beaucoup. On trouvait ta présentation super intéressante, super riche. Donc, tu as atteint les 400 personnes durant le live. Voilà, c'est le record de la matinée. Bon, merci à bravo, eux. bravo Mathieu pour ton intervention, c'était génial, c'était vraiment super bien. Un grand merci à vous de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer en plus cette présentation.